Quelques mots d'abord, parce que ma présentation, elle va essentiellement partir de l'expérience de mon association. Donc voilà, Renalou, c'est une association qui date de l'époque dont a parlé Anne tout à l'heure, la fin des années 90, le début des années 2000. Au départ, Renalou, c'était mon blog. Voilà, une initiative complètement individuelle. Et au bout de quelques années, c'est devenu d'abord une communauté de patients sur Internet, avec un forum, et puis un partage d'informations, d'expériences, etc. Et ensuite, c'est devenu une association de patients, puis c'est devenu une association de patients agréée, voilà, consacrée aux maladies rénales, à la dialyse et à la greffe. Et c'est une association qui, assez vite, s'est intéressée aux données. Il y a eu une raison particulière à cela, c'est qu'une des premières personnes à rejoindre l'équipe de bénévoles de l'association s'appelle Christian Baudelot. C'est un grand sociologue français. Il est maintenant professeur émérite à l'École normale supérieure. C'est un des fondateurs de la sociologie qualitative en France. Et il nous a vraiment tout de suite amené à réfléchir à la place que devait prendre en fait la parole des patients et les données dans notre association. Et donc dans nos axes, là c'est un extrait de la brochure de présentation de Renalou, hein, dans nos axes d'action, il y a très clairement la création de connaissances nouvelles issues des patients eux-mêmes. Je vais vous expliquer un peu comment tout ça s'est mis en place. Une étape cruciale pour l'association, ça a été les États généraux du Rhin. C'était en 2012 et 2013. On a voulu monter une grosse opération réunissant toutes les parties prenantes pour réfléchir à la prise en charge des maladies rénales avec les professionnels, les patients, les institutions, etc. Et il nous semblait évident que pour cette initiative, il fallait qu'on réalise une enquête auprès des patients. Et il fallait qu'elle soit la plus large possible. À l'époque, il y avait, je crois, 50 000 patients dialysés et greffés en France, et puis des patients insuffisants rénaux dont on ne connaissait pas le nombre, dont on ne connaît toujours pas, à des stades moins avancés de la maladie. Et donc, on a beaucoup réfléchi à la manière de faire participer les patients à cette enquête, ce qui n'était pas simple. Alors évidemment, il y avait Internet, et Internet a été un des moyens de recueil, mais nous étions en 2012 et Internet n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui. Et puis même aujourd'hui, Internet ne suffit pas à recueillir complètement l'expérience des patients, parce qu'il y a des biais considérables. Les patients qui sont sur Internet ne représentent pas tous les patients. Et donc la meilleure solution qu'on a trouvée en plus d'Internet, c'est d'aller dans les lieux de soins, mais de ne pas demander aux patients de remplir les questionnaires dans les lieux de soins, parce que là aussi on considérait qu'il y avait un biais, que la présence des soignants sur place ne leur donnait pas une liberté totale. Et donc on a réalisé un questionnaire qui a été mis en place sous la forme d'un tout-en-un, avec des techniques qui sont habituellement un peu celles du marketing direct, avec une enveloppe T intégrée. Et on est allé porter ça avec un relais vraiment de militants associatifs pour aller sur place au contact des gens, pour leur remettre le questionnaire, leur expliquer pourquoi il était important, et les inciter à le ramener chez eux, à le remplir tranquillement, à le glisser dans l'enveloppe, à le mettre dans une boîte à lettres. Et en fait, ça a formidablement bien marché, puisqu'on a eu plus de 9000 réponses. Je disais qu'il y avait à peu près 50 000 patients au stade les plus avancés à l'époque. On a eu 10% des patients dialysés et greffés en France qui ont répondu à l'enquête. Voilà, ce qui représentait un score. Enfin, nous, c'était notre toute première expérience vraiment en la matière, donc on était très contents de ce résultat. Et surtout, on avait imaginé un questionnaire avec pas mal de questions ouvertes. Et vraiment, il y a eu une expression qui s'est libérée extrêmement forte. Et dans la quasi-totalité des questionnaires, à la fin, il y avait une dernière question ouverte où on leur demandait de nous dire ce qu'ils avaient envie de nous dire. Et la plupart d'entre eux disaient merci. Merci d'avoir fait cette enquête, merci de nous avoir donné la parole. Donc ça a été vraiment une révélation pour nous, cette enquête. Et puis ces résultats ont aussi été une vraie révélation. C'était encore une fois la première fois que ça se faisait. Et donc ces résultats ont été notamment publiés dans le journal Le Monde. C'était en avril 2013, dans un gros dossier. Il y avait 2 pages entières, plus cette couverture du cahier Sciences et Techno, avec ce titre « La détresse des malades des reins ». Et la nouvelle révélation, en fait, on était tellement contents de ce qu'on avait réussi à faire, donner la parole aux malades, et on a eu là des réactions mais extrêmement violentes de certains médecins, de certaines sociétés savantes, de certaines fédérations hospitalières, comme si d'un seul coup c'était insupportable que dans le monde on parle de la néphrologie mais sous l'angle de la détresse des malades.
Voilà, personne n'était habitué. Hein. C'était encore une fois la première fois. Mais là aussi, ça nous a fait prendre conscience de la puissance politique de la parole des malades et du fait qu'elle puisse ainsi s'exposer dans un grand journal. Et voilà. Donc, grand moment pour l'association et pour son positionnement autour de ces questions de recherche auprès des patients. Et puis, il y a eu une troisième grand moment. C'est que dans ces états généraux du Rhin, on a été amené à regarder les données parce qu'on voulait faire un bilan des prises en charge, de la qualité des soins. Et donc, on s'est intéressé à un registre qui existait déjà, qui existe depuis le début des années 2000, où il y a toutes les données des patients dialysés et greffés en France. Ce registre était à l'époque très fermé, il est toujours très fermé, mais avec beaucoup d'efforts, on est parvenu à accéder à un certain nombre de données, pas toutes celles qu'on aurait souhaitées, des données agrégées au plan régional, et on les a appariées aux données de notre enquête. Donc ça a pris plusieurs années, hein, ça a pris en gros 3 ans. Et en fait, un travail qui a été fait autour de l'appariement entre les données de notre enquête auprès des patients et ces données qui sont des données épidémiologiques, ça nous a permis de mettre en évidence l'existence d'inégalités sociales dans l'accès à la liste d'attente de greffe en France. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu de façon très claire que plus on était diplômé, plus on accédait facilement et rapidement à la liste d'attente de greffe. Pas à la greffe, hein. Après le processus d'accès à la greffe, c'est autre chose, et là, il est heureusement neutre socialement. Mais l'inscription, qui est vraiment une étape médicale nécessaire, elle est empreinte de très importantes inégalités sociales. Voilà, je vous raconte un peu tout ce processus parce que c'est la manière dont nous, on a pris conscience de tout ce qui se passait et de l'importance que pouvaient avoir ces données. Avec d'abord un premier constat, c'est que l'accès aux connaissances et l'accès aux données, c'est une partie du pouvoir. Pour une association, c'est vraiment se mettre en capacité d'agir face à un écosystème. La création de nouveaux savoirs expérientiels, communautaires, issus des patients eux-mêmes, issus du vécu de la maladie par chacun, c'est vraiment un élément fondamental pour une association et c'est un élément de plaidoyer majeur. Et tout ça, en fait, l'accès aux données, la création de données issues des patients eux-mêmes, ça conduit à ce que nous, on a été amené à appeler le data-activisme, mais une forme d'activisme scientifique, hein, basé sur des données à la fois issues des patients et de l'épidémiologie, mais au service des associations de patients et de leur plaidoyer. Voilà, et donc voilà, tout ça a vraiment positionné la stratégie de Renalou très fortement autour de ces thématiques-là. Et donc c'était l'époque où un certain nombre de grands journaux commençaient à s'intéresser aux patients, de grandes revues scientifiques, hein, en particulier le British Medical Journal, qui en 2013 avait fait, certains se souviennent sûrement de cette couverture où il y avait un point comme ça, et le titre c'était « Let the Patient Revolution Begin ». Et voilà, le British Medical Journal, revue médicale par excellence, hein, où seuls des médecins, des chercheurs s'exprimaient, décidait de s'ouvrir aux patients. Donc ça nous avait beaucoup marqué que le BMJ fasse ça. Ils avaient décidé d'imposer à tous les chercheurs qui voulaient publier un article, de montrer en quoi ils avaient associé les patients à leur recherche, de justifier comment les patients avaient été associés au protocole, aux résultats, etc. Et autant que possible d'avoir des signataires patients représentant des usagers. Et puis, ils ont décidé de mettre en place un système de reviewing par les patients. En plus des reviewers experts, médecins, scientifiques, etc., ils ont mis en place un groupe de reviewers patients et un certain nombre des volontaires de chez Renalou, nous sommes inscrits pour devenir reviewers patients. Et régulièrement, nous sommes amenés à reviewer des articles pour le British Medical Journal. Bon, ça ne s'est pas arrêté là parce que, en fait, les contacts qu'on a eus avec le BMJ ont duré, ils durent encore aujourd'hui. Ça nous a notamment permis de pouvoir soumettre et de voir publier pendant la crise du Covid, hein, c'était en août 2020, les résultats d'une des enquêtes qu'on a menées pendant le Covid, voilà, avec un titre « Il est temps d'écouter l'expérience des patients ». Et c'est quelque chose, on est assez heureux de pouvoir publier des articles dans des journaux comme le BMJ. Et puis, pendant toute cette période, certains s'en souviennent sans doute,
il y a eu tout un buzz autour de l'expérience patient et de start-up qui se sont lancées en assez grand nombre autour de l'expérience patient pour collecter des données auprès des patients, etc., avec des objectifs clairement financiers, marketing, et assez peu de respect pour l'intérêt des patients et pour l'éthique des patients. Donc, on a été un certain nombre à s'exprimer dans différentes tribunes pour s'élever contre ce phénomène qui émergeait beaucoup. C'était dans les années 2014-2015. Et donc, chez Renalou, ça nous a amené aussi à réfléchir à nos propres pratiques, parce qu'on était bien sûr convaincus du bien fondé d'aller chercher l'expérience des patients, mais on utilisait SurveyMonkey, comme tout le monde, hein, comme tout le monde faisait à l'époque. On n'était pas bien sûr que le consentement, il était tout à fait clair, que tout le monde le lisait. Bref, on a beaucoup réfléchi à ce que devrait être l'éthique de la collecte de données auprès des patients. Et donc, c'est comme ça que Moi Patient est né. Et je vais vous en parler un petit peu, puisque donc Moi Patient, c'est une plateforme Internet que Renalou a créée et qui vise justement à devenir un outil de collecte de données auprès des patients qui soit totalement exemplaire au plan déontologique. En tout cas, nous l'espérons et on essaie de la construire et de la faire évoluer dans ce sens-là. Donc, l'idée derrière Moi Patient, c'est que le patient doit être acteur de la recherche, acteur de son parcours. Et dans Moi Patient, les études qui sont réalisées sont très souvent consacrées au parcours de soins, mais aussi coopérateur de la qualité et de la sécurité des soins, et puis producteur de connaissances nouvelles. Alors, les engagements qu'on prend, on y a réfléchi vraiment très collectivement avec beaucoup de personnes concernées. Ça a fait l'objet de grands débats, mais vous allez en reconnaître beaucoup, puisqu'ils correspondent pour beaucoup à ceux qui existent dans la loi. C'est évidemment le consentement, la sécurité des données, et Moi Patient a un hébergement agréé, données de santé, français, etc. Voilà. Un autre élément, c'est que toutes les études réalisées par Moi Patient doivent absolument être portées par une ou des associations de patients. Et on s'est dit que c'était un tiers de confiance qui nous semblait satisfaisant, en fait, le fait que pour une pathologie donnée, il faille absolument que l'association de patients concernés porte l'enquête. Voilà. Évidemment, tout est totalement co-construit, tous les projets avec les personnes concernées, donc les protocoles, les questionnaires, la manière dont le recueil est organisé, l'analyse des données, la valorisation des données, tout est fait par des groupes de travail en associant des personnes concernées. On a mis en place un comité d'intérêt des patients. On a beaucoup parlé de l'intérêt public. L'intérêt public, c'est important, mais nous, on souhaitait parler d'intérêt des patients. Il y a des situations où l'intérêt des patients n'est pas tout à fait équivalent à l'intérêt public. Donc on a mis en place ce comité qui regroupe à parité des experts scientifiques et des experts patients et qui examine autant que de besoin tous les protocoles, tous les questionnaires pour valider le fait que oui, ils sont bien dans l'intérêt exclusif des patients. Pas forcément exclusif d'ailleurs, parce qu'ils peuvent aussi être d'intérêt public, heureusement, mais qui sont vraiment dans l'intérêt des patients. Et c'est une garantie qui nous semble vraiment importante. On garantit bien sûr un accès prioritaire aux résultats pour tous les participants. Ce sont les premiers à avoir les résultats de l'étude. Alors, ils ne les ont pas toujours dans les formats les plus élaborés, mais on met vraiment un point d'honneur à leur envoyer une synthèse des résultats en tout premier lieu. Et puis, il y a une obligation de publication des résultats. Les résultats doivent être rendus publics, et notamment, ils sont publiés sur la plateforme Moi Patient de façon systématique. Donc voilà, Moi Patient, ça a été fondé en 2016, donc la plateforme a maintenant 7 ans, fondée par Renalou. Elle a été financée par les pouvoirs publics, par l'ARS Île-de-France en l'occurrence pour ses 5 premières années d'existence. Désormais, elle est autonome. C'est la recherche pour, par et avec les personnes concernées. C'est désormais plusieurs dizaines d'associations de patients en réseau, je l'ai dit, c'est parti de Renalou, mais ça concerne toutes les pathologies qu'on peut imaginer, à chaque fois portées par une ou des associations de patients. C'est un outil d'accompagnement à l'autonomie et de renforcement des capacités des patients. Et c'est aussi un outil d'innovation au service de la démocratie en santé. Alors, il y a 4 grands piliers à la plateforme. La gouvernance, donc, avec les associations. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, Moi Patient, c'est devenu une société dont Renalou est actuellement l'unique actionnaire, mais que l'objectif, c'est de partager la gouvernance, et c'est quelque chose auquel on va réfléchir probablement de façon imminente, et d'associer d'autres associations comme actionnaires de la société. Et c'est comme ça qu'on imagine la gouvernance de la plateforme Moi Patient, son modèle économique et la manière dont la plateforme pourra continuer à se développer, à proposer de nouveaux services et à s'améliorer.
Le principe de co-construction avec les patients, j'en ai beaucoup parlé. L'intérêt des patients, j'en ai parlé aussi. Et puis, la protection des données, bien sûr. Alors aujourd'hui, donc au bout de 7 ans, Moi Patient a réalisé des études avec 26 associations de patients. Nous avons reversé 25% du chiffre d'affaires aux associations partenaires. C'est aussi une particularité, c'est qu'on voulait que cette plateforme elle puisse valoriser l'engagement des associations de patients. On nous demande souvent de nous engager bénévolement et d'être content qu'on nous sollicite, mais nous on pense que voilà, toutes les compétences que les assos apportent à la plateforme, elles doivent être valorisées. Donc il y a 25% du chiffre d'affaires qui est reversé. On a fait aujourd'hui 12 études publiées et on a des excellents taux de finalisation des questionnaires puisque 97,4% des questionnaires sont finalisés, ce qui montre que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc on développe les notions de proms et de prums. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est les indicateurs d'expérience des patients qui sont aujourd'hui développés. On fait des études multipathologiques. Vous avez là un certain nombre des associations avec lesquelles nous avons travaillé à ce jour. Et ça se développe toujours. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Ivani, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, monsieur juste en face, et puis au fond. Monsieur au milieu qui était là, mais c'est pas grave, Christophe, tout à l'heure. Non, mais là, c'est très bien. Du coup, on commence par moi. Rebonjour. Ça paraît presque idéal. Je trouve ça incroyable comme outil. Moi, patient, je suis en même temps... ça me fait une pincée en même temps au cœur parce que je me dis, bon sang, avec toute l'histoire qu'on a eue du patient expert qui vient du VIH, c'est tellement dingue que ça ne soit pas les patients séropositifs vivant avec le VIH qui amènent ce genre d'outils. Et je suis un peu attristé de voir que finalement, on a presque un écrasement de la parole du patient séropositif aujourd'hui. Et qu'on parle beaucoup de ce que la richesse du patient peut apporter, mais finalement aussi l'angoisse en tant que patient, en sachant qu'on a 30% des dentistes qui refusent de nous soigner, qu'on a une angoisse de mettre la carte vitale avec la LD qui apparaît pour dire vous avez quoi? Non, mais je ne veux pas en parler. On sait qu'on est étiqueté soit avec le VIH, soit avec l'hépatite C. Et toute cette comment dire, parfois cette manque de confiance qu'on peut avoir du corps soignant ou du corps de la recherche. Et finalement, on est très, pour le moment, je trouve aujourd'hui, dépendant finalement de notre infectiologue. Soit on tombe sur un infectiologue qui nous convient, et on a de la chance, soit c'est pas le cas et on peut se retrouver avec une rupture de confiance avec le domaine de la santé et de la recherche de manière générale. Et finalement, ce que je trouve qui manque dans tout ça, c'est comment assurer une nouvelle confiance entre les patients et le soin, et à quand, je vais le formuler de manière très personnelle, mais moi c'est vrai que depuis longtemps je me dis, mais est-ce qu'on va vous faire des formations dans les CHU pour qu'on arrête d'avoir des soignants qui ont peur de nous toucher ou qui mettent 2 paires de gants pour nous toucher, etc. Et à quand accéder à un soin de manière apaisée. Et est-ce que ça peut du coup se penser en corrélation entre les patients qui apportent de la donnée et en même temps le penser dans une forme de nouvelle alliance entre le domaine de la santé et le patient? Je ne sais pas si ça a été très clair comme question. Je ne sais pas si c'est bien formulé, ça va ou ça? Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais de toute façon, il y a une chose est sûre, c'est que Moi Patient est ouvert en fait à toutes les associations, y compris les associations comme Aide, par exemple. Oui, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a eu le lancement d'une enquête avec beaucoup d'associations VIH sur le thème Vieillir avec le VIH, qui est ouverte aux personnes de plus de 50 ans atteintes du VIH, qui est destinée qui sont très vieilles d'ailleurs. Voilà. Qui est destinée après 50 ans à explorer leurs besoins, leur expérience. Voilà, donc évidemment, la plateforme est totalement ouverte à toutes les pathologies et bien sûr au VIH. Alors, il y avait monsieur au milieu de la rangée. Pas facile de vous atteindre. Désolé. Je suis Thierry Tran de Aide. Je connaissais Moi Patient, mais je ne savais pas que Renalou avait amené cette initiative-là. Et je suis très content d'avoir que vous ayez raconté tout ce développement. Je trouve ça très impressionnant. Et j'aimerais vous détailler un petit peu
la transition qu'il y a eu entre votre premier questionnaire et le résultat qui est sorti dans le journal et les réactions que vous avez eues de la part de la communauté scientifique et médicale, finalement, jusqu'à aujourd'hui, Moi Patient, qui crée du lien entre ces chercheurs et les assos. Comment s'est passée cette transition d'hostilité vers la coopération? Je voulais que vous... C'est pas toujours coopératif non plus. Non, c'est pas devenu le pays des bisounours non plus. Hein. Ceci dit, je pense que il y a toujours des réticences, et nous on le voit. J'ai pas parlé d'un versant de Moi Patient qui s'appelle Mes Soins, où on essaie de mettre en place une cartographie des centres de dialyse basée sur l'expérience des patients et sur des données très factuelles. Voilà. Et en fait, à travers cette expérience, on voit bien qu'il y a d'énormes réticences encore des soignants, et vraiment des portes qui se ferment, des centres de dialyse où nous ne pouvons pas rentrer parce qu'il y a un refus que les patients puissent dire comment sont leurs soins, tout simplement. Donc on n'est pas tout à fait arrivé au bout, et il faut trouver des méthodes de contournement, c'est-à-dire que on peut souvent améliorer les choses et parvenir à des collaborations, et d'ailleurs dans les enquêtes qu'on publie dans le BMJ, elles sont toujours réalisées en coopération avec des professionnels de santé qui sont totalement convaincus de la pertinence de donner la parole aux malades, etc. Mais les communautés médicales sont encore assez partagées, et nous, dans notre domaine, alors je pense que peut-être encore plus que dans le VIH, il y a vraiment des réticences encore très fortes qui perdurent. Voilà, c'est un travail de longue haleine, de conviction, et si la conviction ne suffit pas, de contournement. Et l'aller vers prend tout son sens. Et là, on va mettre en place dans les prochains mois des expérimentations pour aller chercher les patients pour la question de la dialyse, avec des gens qui vont aller à la sortie des centres de dialyse pour essayer de discuter avec eux, parce que les portes sont fermées, avec du phoning, on va essayer plein de méthodes pour voir lesquelles nous permettent de contourner finalement l'impossibilité que nous avons de rentrer dans un certain nombre de centres.